Merci au comité d'organisation et notamment à Didier Blanchard pour leur invitation aujourd'hui. Alors, je pense que nous avons tous appris dans cette salle que le traitement optimal du patient coronarien, et notamment après angioplastie, reposait sur un traitement médical dit optimal, comprenant des bêta-bloquants, de l'aspirine, des statines, des IEC et bien entendu le contrôle des facteurs de risque. Alors 40 ans après, puisqu'on me demande de parler de ce qui s'est passé sur les 40 dernières années, est-ce que ce concept est toujours d'actualité ? Alors le basique a longtemps été considéré comme une évidence, une sorte de concept qu'on ne pouvait pas remettre en question. Et ceci était basé sur des études qui avaient évalué chaque traitement de façon séparée, qui montraient un bénéfice de ces traitements. Et sur notamment les résultats de cette méta-analyse de Youssouf publiée en 2012, qui montrait de façon assez spectaculaire que chaque traitement pris séparément diminuait la mortalité chez le coronarien de 25%, mais quand on associait les traitements entre eux, eh bien, on pouvait diminuer leur mortalité de 75%. Ceci avait même fait naître le concept de polypile, cette espèce de pilule magique qui aurait pu faire disparaître la maladie coronarienne, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Alors 40 ans après, on a quand même eu le temps de réfléchir et on peut quand même avoir quelques réflexions. La première, c'est qu'il est évident que les situations cliniques après angioplastie sont très diverses. Et comment comparer un patient après un infarctus ou dans un contexte d'ischémie silencieuse, avec des degrés de dysfonction ventriculaire gauche très variables, avec des lésions coronaires d'extension très variables, qui est monotronculaire ou au contraire polyvasculaire ou encore diabétique. On sait qu'il y a très peu d'études spécifiques de ce traitement médical après angioplastie et qu'on sait aussi, on vient de le voir aujourd'hui, que l'angioplastie n'est plus la même entre le ballon des années 80 et les stents actifs de nouvelle génération. Évidemment, il y a tout un monde. L'environnement de l'angioplastie n'est plus le même également. Thomas Cusset vient de nous le montrer. On a des nouveaux antithrombotiques, on a des prises en charge rapides des syndromes coronariens aigus, c'est plus du tout la même chose. Et les bêta-bloquants, ils ont longtemps été considérés comme incontournables. Alors, ceci était simplement une extension des résultats favorables obtenus dans les années 80 dans le post-infarctus, avant l'ère de la reperfusion coronaire. Et on avait ces grandes études dont vous avez tous entendu parler, qui montraient que des bêta-bloquants en post-infarctus pouvaient réduire la mortalité de 50%. Dans les années 90, ça a été l'époque de l'extension de ces résultats à toutes les expressions de la maladie coronarienne. Et puis on est revenu un peu là-dessus dans les années 2000, où finalement on s'est rendu compte que les bêta-bloquants étaient surtout efficaces chez les patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche. Alors 40 ans après, est-ce que c'est vraiment la fin d'un mythe ? Peut-être, en tout cas le registre REACH, très gros registre observationnel, nous montre très bien que les bêta-bloquants chez les patients coronariens sans infarctus du myocarde n'ont aucun intérêt par rapport à un traitement standard du coronarien. Et que même dans le post-infarctus, finalement, le bénéfice des bêta-bloquants n'est pas très important, voire même nul quand il n'y a pas de dysfonction ventriculaire gauche. Et il ne semble utile que finalement très précocement après l'infarctus du myocarde. Ceci est confirmé dans un travail très récent publié par Nicolas Danchin et son équipe qui montre qu'en post-infarctus, seuls les patients qui ont une dysfonction systolique du ventricule gauche bénéficient du traitement bêta-bloquant. Alors, les guidelines, d'ailleurs, 2014 sur la revascularisation coronaire se sont adaptés et les bêta-bloquants ont disparu de la prescription chez le patient coronarien après revascularisation. Une petite place leur est accordée uniquement en cas d'insuffisance cardiaque et de dysfonction ventriculaire gauche, quelle que soit l'étiologie de cette dysfonction ventriculaire gauche. L'aspirine, c'est une très longue histoire, difficile de la résumer en quelques minutes, mais on peut simplement dire que l'aspirine a suivi le développement de l'angioplastie. Dès 1977, Andreas Grudzic utilisait l'aspirine avec l'angioplastie au ballon. Jacques Puel, bien entendu, associé aux AVK initialement après le stent. En 1994, Barragan publie pour la première fois l'association. Il reste toujours associé au clopidogrel après syndrome coronarien aigu. En 2010, l'aspirine reste associée aux nouveaux inhibiteurs du P2Y12 après syndrome coronarien aigu. Et puis encore actuellement, c'est le traitement de référence à distance de l'angioplastie chez tout coronarien. Alors qu'en est-il actuellement, 40 ans après ? Je pense que le A de aspirine s'est transformé plutôt en anti-agrégant.
avec deux arguments. Le premier, c'est qu'on remet en cause l'utilisation de l'aspirine systématique associée aux inhibiteurs du P2Y12 chez les patients à haut risque hémorragique, avec toute la problématique de la trithérapie qui est remise en cause, avec deux études que je ne détaillerai pas, mais c'est l'étude VOST qui montre qu'on peut utiliser le clopidogrel seul avec les AVK, et par extension Pionnier qui vient d'être publié et qui montre qu'on peut utiliser clopidogrel et rivaroxaban avec une très bonne sécurité et efficacité sans aspirine. Deuxième argumentaire, c'est que la bithérapie prolongée dont on vient de vous parler est maintenant évoquée chez le coronarien stable. L'aspirine seule n'est plus probablement le seul traitement du patient coronarien à distance des événements et notamment de la revascularisation, notamment, comme vous l'a dit Thomas Cuisset, chez le coronarien à haut risque. Et c'est l'étude DAPT avec essentiellement clopidogrel, mais également le prasugrel, et l'étude Pegasus avec le ticagrelor qui nous le dit. Les statines, on ne peut pas nier que malgré toutes les polémiques récentes, le niveau de preuve est majeur et reste des statines en 1994 chez le coronarien après la publication de l'étude 4S qui montrait une diminution très importante des événements chez le coronarien en prévention secondaire. Peu d'études spécifiques avec l'angioplastie. J'ai retrouvé cette vieille étude Armida qui montrait qu'après angioplastie, on pouvait diminuer, quand on donnait des fortes doses de statine au moment de l'angioplastie, le taux d'infarctus périprocéduraux. Publication de 2004, et particulièrement dans les syndromes coronariens aigus, la statine pouvant probablement stabiliser la plaque d'athérome. C'était le début des fortes doses de statine dans l'angioplastie. Une étude plus récente, 2011, avec une méta-analyse en fait, qui montre qu'on a intérêt à utiliser un pré-traitement par statine avant une angioplastie coronarienne, avec un bénéfice évident en termes d'événements périprocéduraux, notamment chez les patients probablement les plus instables, ceux qui ont les taux de CRP les plus élevés avant la procédure. Alors, 40 ans après, le S de statine, c'est bien sûr toujours la statine, mais l'objectif n'est probablement plus le même. C'est probablement celui de stabiliser la plaque d'athérome plus que seulement de baisser le cholestérol. En effet, on utilise actuellement des fortes doses de statine dans les syndromes coronariens aigus, quel que soit le niveau de LDL, et on s'adapte plus à la situation clinique et au niveau de risque finalement qu'au niveau de LDL cholestérol. Des études l'ont bien montré, Miracle et Prove-It. Et puis nos objectifs de LDL sont toujours beaucoup plus bas et on a des nouvelles molécules qui s'associent aux statines pour essayer d'atteindre les objectifs, les étimibes et bientôt probablement les inhibiteurs du PCSK9. Les IOC, une longue histoire également. Dans les années 80, la découverte du rôle majeur du système rénine-angiotensin-aldostérone dans toutes les maladies cardiovasculaires. Dans les années 90, le rôle majeur des IOC dans l'infarctus avec dysfonction ventriculaire gauche. On étend ça dans les années 2000 à tout coronarien avec les études HOPE et EUROPA qui montrent une diminution des événements chez ces patients. Un petit peu de bémol dans les années 2000-2005 puisqu'on teste les statines sur les IOC sur la resténose intrastinte, c'est totalement négatif. Totalement négatif également sur les événements après angioplastie. Et entre 2005 et 2010, finalement, très peu de résultats positifs en termes de progression de l'athérome dans les études évaluant l'athérome par IVUS sous IOC. Alors 40 ans après, les indications des IOC sont tout à fait limitées et j'ai ressorti cette méta-analyse très récente, qui inclut 78 000 patients et qui conclut que le bénéfice des IOC chez le coronarien, notamment après angioplastie, est limité probablement du fait de l'impact des statines sur la diminution des événements qui efface finalement le bénéfice potentiel et probablement minime des IOC dans ce contexte-là. Les recommandations, d'ailleurs, ont bien changé. Vous voyez les premières recommandations dans les années 2000 qui donnent les IEC chez tous les patients coronariens, quels qu'ils soient, voire même en prévention primaire, si on a beaucoup de facteurs de risque. Et puis les dernières recommandations où finalement, en 2014, les IEC restent finalement limités aux autres pathologies associées à la maladie coronarienne plutôt qu'à la maladie coronarienne par elle-même. Concernant le contrôle des facteurs de risque, pour en terminer, le contrôle des facteurs de risque, ça fait partie du traitement médical optimal du coronarien, dont on a prouvé le bénéfice de l'angioplastie. Vous voyez qu'en 2004, cette méta-analyse montrait toujours que finalement le traitement médical optimal, même de l'époque, faisait mieux que l'angioplastie en termes d'événements. L'étude Courage 2007 montrait que le traitement médical optimal faisait aussi bien que le traitement médical associé à l'angioplastie coronaire.
Et dans cette méta-analyse très récente qui vous a été montrée en début de session, et vous voyez comme il est difficile à l'angioplastie de prouver une efficacité en termes d'événements durs. Il faut attendre les années 2010 avec les stents actifs de nouvelle génération, la diminution de la thrombose de stent, notamment la diminution des événements coronariens aigus, graves, pour prouver que l'angioplastie fait mieux que le traitement médical seul. Donc pour en conclure, le traitement médical, ça reste essentiel chez le patient coronarien après angioplastie, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on traite une maladie et pas seulement une sténose. Et que le contenu du basique, même s'il reste valable chez un certain nombre de patients, il a cependant évolué. Les bêta-bloquants, ça reste limité actuellement aux patients avec dysfonction ventriculaire gauche, dont le coronarien, bien sûr, peut faire partie. Les antiagrégants plaquettaires ne sont plus limités à l'aspirine. La statine peut être éventuellement associée à d'autres molécules, l'objectif étant de stabiliser la plaque d'athérome et pas seulement d'avoir un objectif de LDL. Les IEC ont des indications limitées, surtout pour les pathologies associées. Et enfin, le contrôle des facteurs de risque, ça reste encore actuellement associé à l'angioplastie comme un des éléments majeurs du traitement du coronarien. Je vous remercie. Écoute, c'est vraiment super, c'est exactement ce que je voulais. Une question, avant qu'il y ait des questions dans la salle. Le coronarien jeune, encore stable, je ne parle pas du SCA, qui est suivi, tu as quand même du mal un petit peu à le rééduquer. La réadaptation en externe avec la prise en charge des facteurs de risque, etc., ce qu'on fait très mal, nous d'ailleurs, on ne sait pas très bien faire, ça peut marcher quand même, c'est préconisé? Oui, je pense que la réadaptation cardiaque au sens large, qui comprend en effet pas seulement la réadaptation à l'effort, mais tout ce qui est prise en charge des facteurs de risque, a probablement un rôle majeur préventif. C'est pas toujours facile chez les patients les plus jeunes qui sont actifs et qui veulent se remettre vite au travail. C'est probablement plus possible chez les patients après infarctus du myocarde, qui s'arrêtent peut-être un peu plus longtemps que chez le coronarien standard après angioplastie simple. Mais probablement, on a des efforts à faire dans ce sens-là et peut-être aussi augmenter le nombre de places en centre de réadaptation. En ambulatoire, je crois que c'est absolument capital. Ouais. Bon, on va être obligé de clore cette session. Il est 30 exactement, mais je vous remercie tous les intervenants. On a essayé de faire le point de 40 ans d'angioplastie et puis aussi de regarder ce qui avait bougé, ce qui bouge et ce qui fait des va-et-vient.